Et vous avez déjà fait réagir notre invitée ce matin, Sandrine Rousseau, parce que pendant la guerre, la campagne présidentielle continue, ou plutôt elle commence vraiment avec l'entrée en piste d'Emmanuel Macron. Et vous, c'est vrai, vous avez secoué celle de votre candidat Yannick Jadot, puisque vous avez été écarté, comme le disait Thomas, de fonction dans l'état-major du candidat pour des propos très violents que vous avez tenus contre lui. Vous ne vous êtes pas encore exprimé depuis cette éviction. Vous la contestez ? Je pense que l'éviction a été brutale et que je ne tire pas du tout contre mon camp, contrairement à ce qui a été dit, mais qu'au contraire, je fais vivre une écologie sociale, populaire, et que c'est un peu ce à quoi nous obligeait la primaire des écologistes. C'est-à-dire que le résultat serré de l'issue du second tour nous obligeait quelque part à trouver une forme de compromis entre des lignes et à faire vivre un débat, à faire vivre une vision pluraliste, en fait aussi de l'écologie. Mais Madame Rousseau, vous dites que vous ne tirez pas contre votre camp. Vous avez bien dit, nos grands stratèges politiques sont juste nuls, je deviens folle. C'est ce que vous avez dit devant des journalistes qui l'ont rapporté. Donc si vous avez dit ça, on ne peut pas dire que ce soit mais un signe de convivialité. En l'occurrence, ce n'était pas le candidat, c'était son entourage. Et sur l'absence de concertation dans la campagne et de concertation sur les points de vue qui sont posés par le candidat, oui, je pense que c'est un sujet. Et en l'occurrence, comme on est dans une période évidemment chaotique, avec un moment historique, la concertation est absolument indispensable dans ce moment-là pour poser une position écologiste qui soit une position. Mais le candidat, Yannick Jadot, que l'on voit sur ces images, vous considérez qu'il fait une mauvaise campagne ? Je pense que là, la situation internationale, le fait qu'on ne parle pas d'écologie ne favorise pas la candidature écologiste. Et donc, c'est compliqué avant cela, en ce moment. Parce que ça, c'est depuis 10 jours, mais précédemment. Mais en tous les cas, moi, l'idée était qu'on trouve des points de convergence dans nos vues et surtout qu'on travaille cette complémentarité qui, encore une fois, était un peu obligatoire à la sortie de la primaire telle qu'elle était. Et cette complémentarité, je l'ai peu vue. Et surtout, je n'ai pas vu de volonté de la part d'un entourage peu enclin à concerter. Oui. C'est-à-dire qu'on tienne compte de vos positions, qui ne sont pas les mêmes que celles qu'avait exprimées Yannick Jadot dans la primaire écologiste. Et après, on tranche. Il n'y a pas de problème pour trancher. Mais ça a été tranché par les militants à l'époque. Et par les votants à cette primaire. Oui, mais on peut se dire que 49% d'un électorat, c'est rien. On peut aussi se dire que le fait que Jean-Luc Mélenchon ait monté après la primaire, ce soit anecdotique. Sauf que finalement, tout l'électorat que j'avais amené à l'écologie politique, se retrouve aujourd'hui flottant, indécis, voire à changer de camp, parce qu'il ne se retrouvait pas dans la candidature. Et cet électorat qui vous a soutenu, est-ce qu'à votre avis, il est d'accord avec ce que vous avez dit samedi dans un déplacement à Toulouse ? Vous avez dit, je vous cite, « Ça me déprime de faire de la politique avec des groupes du Ku Klux Klan. Je veux faire de la politique avec des visages de toutes les couleurs. » Qu'est-ce que vous avez voulu dire par cette phrase ? Il y a trop de blancs dans l'équipe qui entoure Yannick Jadot ? Cette expression était excessive. Elle était dans un débat dans les quartiers populaires où il y avait plusieurs centaines de personnes dans la salle. Et l'idée était de savoir comment faire en sorte que la politique soit beaucoup plus représentative, le monde politique soit beaucoup plus représentatif de la population française. Et personne n'a été capable de me redire les phrases exactes que j'ai dites. Et moi, dans le feu, je me souviens pas exactement. Et ça a été retranscrit par la dépêche. J'ai parlé du Ku Klux Klan, mais j'ai utilisé, et c'était maladroit de ma part, d'accord, mais j'ai utilisé cette expression volontairement choquante pour dire quoi ? Pour dire qu'on est face à une extrême droite qui monte d'une manière historique, qu'on est face à un suprémacisme blanc. Que vous attaquez, Madame Rousseau, c'est votre propre parti. Non, alors c'est ça l'ambiguïté de ce qui est sorti dans la dépêche et que je ne me souviens pas d'avoir dit comme ça et qui a été compris comme ça par le journaliste, et je ne veux pas revenir là-dessus, mais en tous les cas, ça n'était évidemment pas ELV qui était visé. En aucune manière, évidemment. Par contre, oui, la représentativité de la classe des classes populaires dans la politique, c'est un énorme sujet. C'est un énorme sujet. On ne peut pas faire de la politique uniquement avec une homogénéité du public politique. Et on le voit à l'Assemblée, on le voit au gouvernement, on le voit dans nos partis politiques. Les militants ne sont pas aussi divers qu'on pourrait l'espérer. Et là, face à une montée de l'extrême droite et à un suprémacisme blanc, je le redis, parce que c'est ça qui est en train d'être porté. Un suprémacisme blanc, où vous Éric Zemmour porte une forme de suprémacisme blanc. Quand il dit à Rokhaya Diallo sur un plateau en 2008 qu'elle appartient à la race noire et que lui appartient à la race blanche, on est dans un suprémacisme. Et donc là, il faut vraiment réagir. Ce phénomène n'est pas assez combattu par Yannick Jadot notamment ? Ça n'est pas assez combattu dans le débat politique aujourd'hui. Et là, on est à 30%, c'est historique comme score. Il nous faut vraiment prendre la mesure. Lorsque vous additionnez et je rappelle aussi que cette Marine extrême Le Pen. droite me menace, par exemple, à chaque fois que je fais une conférence, et je ne suis pas la seule. Donc ça s'adressait à l'extrême droite. Évidemment, je ne suis pas la seule. Là, il y avait des menaces. On a dû augmenter le niveau de sécurité pour cette conférence. À Nancy, il y a quand même l'Action française et Génération identitaire qui est venue pour perturber la conférence. Donc voilà, je pense qu'on est dans un climat comme celui-ci, il faut en prendre conscience. Madame Rousseau, vous
parliez à l'instant de la dynamique de Jean-Luc Mélenchon. Ses amis vous disent un mot à peine couvert que vous feriez mieux de les rejoindre. On a envie de vous demander qu'attendez-vous? Pourquoi vous ne vous rangez pas derrière cette bannière, celle de Jean-Luc Mélenchon, alors que vous dites vous-même que pour l'instant c'est lui qui engrange et votre candidat qui lui stagne dans les sondages? Mais parce que ma famille, c'est l'écologie politique. Parce que je suis de là. Et que je suis membre de ELV et que je resterai membre de ELV et que je serai responsable pour tout le monde là-dedans et que je resterai là et que quand bien même on me fait des mauvaises manières à l'intérieur de cette campagne et quand bien même j'appelle d'ailleurs les journalistes à faire des analyses plutôt qu'à sortir des petites phrases sur la manière dont ça s'est passé depuis le premier tour de la primaire et quand bien même ils sortent des petites phrases, en l'occurrence c'est vous qui les qualifiez, que vous avez prononcées. Oui, enfin bon, ça on pourrait y revenir mais je vais pas polémiquer là-dessus, mais la seule chose que je veux dire c'est que là, on est quand même dans une situation où on a besoin d'écologie. Le GIEC a sorti son dernier rapport. Il dit entre les lignes qu'on est à 2 doigts de l'effondrement. Je ne sais pas si on se rend compte de la situation. Vous appelez à voter Yannick Jadot et non Jean-Luc Mélenchon le 10 avril prochain. Bien sûr. Vous êtes toujours engagé derrière lui. Je voterai Yannick Jadot. Vous voterez Yannick Jadot. Et je ferai la campagne. Sur la guerre en Ukraine, est-ce que vous trouvez qu'il a la bonne position? Yannick Jadot, comme les écologistes, comme d'autres partis, disent qu'il faut être encore plus sévère face à la Russie et encore plus solidaire face à l'Ukraine. On ne l'est pas assez. Et vous êtes d'accord avec lui là-dessus? Ah oui, il faut être beaucoup plus solidaire avec la population ukrainienne, organiser son évacuation d'Ukraine pour la population civile. Moi, je pense qu'il faut aller aussi sur une zone d'exclusion aérienne malgré les menaces de Poutine. Et surtout, il nous faut aller sur une politique en France qui soit une politique de préparation d'une indépendance énergétique, mais très rapide. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort de guerre énergétique. Et là, on ne le fait pas suffisamment. Et ça, c'est l'urgence aujourd'hui. Pour pouvoir mettre la pression encore plus sur la Russie et faire en sorte que son gaz ne soit plus une arme de guerre. Est-ce que de fait, aujourd'hui, Emmanuel Macron n'est pas le seul candidat, sinon audible, en tout cas écouté sur cette guerre en Ukraine, puisqu'il est le seul dont les propos et les actes ont des conséquences? Est-ce que vous n'êtes pas réduit? Est-ce que les autres candidats ne sont pas réduits à faire de la figuration? Sa position fait qu'évidemment, il est en situation de gérer ce conflit. Moi, je pense qu'il y a un hiatus depuis le début, c'est qu'il n'aurait pas dû accepter la présidence de l'Union européenne pendant une campagne présidentielle. Il aurait été président de la République française en même temps. Oui, mais sur la présidence de l'Union européenne, ça l'affaiblit vis-à-vis de Poutine. Poutine sait bien qu'il a un candidat en face de lui. Et par ailleurs, ça tue le débat démocratique. Du moins, ça le gèle en France. Donc, on a quand même un problème démocratique assez important sur les deux fronts. Donc, moi, j'aurais préféré qu'il refuse la présidence de l'Union européenne pendant la campagne. Est-ce que vous approuvez sa stratégie qui consiste effectivement à faire preuve de fermeté, mais à continuer, encore hier, à parler avec Vladimir Poutine pour tenter de trouver encore une voie diplomatique? Il faut continuer à parler à Vladimir Poutine. Il faut aussi couper véritablement les moyens qu'a Vladimir Poutine de faire pression sur l'Europe. Et pour ça, il faut une politique énergétique d'ampleur, importante, rapide et d'urgence. Vous êtes une militante écologiste. Qu'est-ce que vous avez pensé de la chronique d'Axel de Tarlé, il y a quelques minutes, qui montrait il y a des entreprises, celles de l'armement notamment, qui profitent de ce qui se passe aujourd'hui avec des profits qui augmentent parce que les armes, c'est devenu le nerf de la guerre. Que les vendeurs d'armes puissent se revendiquer du développement durable et de la stabilité, pardon, mais là je pense qu'on est dans une forme de greenwashing dont il faudra quand même qu'on analyse un tout petit peu les conséquences. Mais les écologistes, Yannick Jadot notamment, disent qu'il faut envoyer des armes à l'Ukraine. Donc il y a un tabou qui est brisé là aussi. Vous n'êtes pas contre la livraison d'armes, vous n'êtes pas contre le désarmement aujourd'hui dans cette guerre. Moi, je n'étais pas spécialement favorable au fait que la première des choses que l'on dise dans un conflit comme celui-ci soit d'armer la population civile. On l'a vu en Syrie, on l'a vu dans d'autres lieux de conflit. La population civile seule, ça enlise les conflits, ça fait beaucoup de morts et ça génère des situations qui après sont ingérables puisqu'il y a des armes en circulation dans les pays. Bon, ceci dit, aujourd'hui, vu l'ampleur de l'attaque, il est quand même bien que le peuple ukrainien puisse se défendre, mais il y a quand même un enjeu pour, encore une fois, vraiment mettre la pression sur Poutine, la pression économique, la pression énergétique, pour qu'enfin, on puisse lui faire mettre un genou à terre. On vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau. On a entendu que vous voteriez Yannick Jadot le 10 avril prochain. C'était quand même une information à confirmer. Merci, bonne journée.